Dans le cadre de la célébration de la 21e édition de la Journée de la Concorde, une manifestation de réjouissance a été organisée à la piscine militaire de Niamey ce matin. Détail dans ce journal. Ensuite, nous parlerons dans cette édition du droit à la manifestation qui a été abordée hier au CCFN par le commissaire divisionnaire Mohamed Madougou Laoli. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, la piscine militaire de Niamey a servi de cadre ce matin à une manifestation de réjouissance organisée à l'intention des orphelins et veuves des forces de défense et de sécurité. Cette cérémonie rentre dans le cadre de la commémoration de la 21e édition de la Journée nationale de la Concorde. Compte rendu Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Les orphelins et veuves des forces de défense et de sécurité nigériennes se retrouvent ainsi à travers ce cadre récréatif pour commémorer à leur manière la Journée nationale de la Concorde. Une journée pleine de signification qui marque la fin des hostilités entre forces républicaines et rebelles nigériens ayant endeuillé plusieurs familles. Occasion pour la responsable de l'association des veuves des forces de défense et de sécurité de louer toutes les actions de bienfaisance dont elles ont fait l'objet de la part des autorités du pays et présenter leurs doléances. Nous profitons aussi de cette journée pour vous exposer une fois de plus d'autres doléances visant à intégrer à la fonction publique nos enfants qui n'ont pas eu la chance de fréquenter le Britannique, mais qui ont étudié dans d'autres secteurs tels que la santé, la comptabilité, etc., afin qu'ils mettent en valeur leur formation et servir ainsi la nation. Étant les victimes des conflits, nous, veuves et orphelins, nous sommes les mieux placés à comprendre l'importance de cette journée qui nous marquera la paix durable dans notre pays. En marge de cette cérémonie, le représentant du commandement militaire a bien voulu donner les raisons de l'organisation de cette manifestation à l'intention de cette couche de la population. C'est un choix circonstanciel et c'est un choix du commandement. Circonstanciel parce que ça coïncide avec la journée nationale de Concorde. Et c'est un choix du commandement parce que c'est le commandement qui instruit à ce que ça soit ainsi. Et voilà, c'est pour ça que on l'a qualifié de journée de Concorde et de cohésion pour nous. Le premier garantie, c'est qu'elles sont encore les nôtres. C'est pas parce qu'elles sont veuves qu'elles ne font plus partie de nous. Elles sont partie intégrante de la famille des forces de défense et de sécurité. Et c'est pour ça qu'on crée des occasions comme ça pour leur rappeler qu'elles ont encore leur place ici. Et les veuves et les enfants. Donc pour que les veuves, comme on appelle ça, soient en communion avec les femmes de ceux qui sont vivants et que les enfants des défunts soient en communion aussi avec les enfants des militaires encore en activité. Ainsi, l'ambiance était au rendez-vous avec le groupe Soga pour tenir à l'assistance en haleine la journée durant. Un moment d'intense émotion, certes, mais qui a permis à ces jeunes et leurs mamans de se défouler et montrer que malgré tout, la vie continue. Ensuite, un important dispositif policier s'est retrouvé devant le siège d'Alternative Espace Citoyen. Une mesure en relation avec la marche interdite du collectif Résistance Citoyenne prévue pour se tenir aujourd'hui. Le constat avec Ousmane Sidikou. Empoignade verbale des plus chaudes entre les membres du collectif Résistance Citoyenne et les policiers devant les locaux de l'association Alternative Espace Citoyen, dont l'accès leur est formellement interdit. Un tel remue-ménage qui fait suite à une énième interdiction d'une action citoyenne qui, selon les membres du collectif, s'apparente à un mépris du droit à la manifestation pourtant consacré par la Constitution. L'interdiction a été motivée pour des raisons sécuritaires, sous aussi le prétexte fallacieux que nous n'avons pas, en tout cas à travers les turiféraires et les faucons du pouvoir, nous n'avons pas le droit de choisir la date du 24 avril, étant donné que c'est la journée de la Concorde, pour manifester. Alors que cette manifestation, c'est un droit constitutionnel consacré par la Constitution. Aujourd'hui, quand ils vont décider d'interdire, nous allons
ensemble analyser la situation et prendre la décision qui s'impose et qui faille. Mais nous ne reculerons devant rien. Actant l'interdiction de leur marche, les membres du collectif ne démordent pas et confortés dans leur démarche, projettent d'autres actions. Et le jeudi prochain, une journée de ville morte, une journée de prière le vendredi et projeter une manifestation le samedi 30 avril. Nonobstant cette profession de foi et attachement aux valeurs démocratiques et aux textes de la République, parce que nous n'avons même pas jugé utile d'interjeter un recours pour attaquer cette décision illégale, on a pris acte de cela. Tôt ce matin, tous les points et carrefours de l'itinéraire de la manifestation ont été militarisés et pire, le siège d'Alternative Espace Citoyen servant de cadre aux réunions et rencontres du collectif Résistance Citoyen. Cela montre une fois de plus que nous sommes plus que jamais dans une dictature et qui nous réconforte, n'est-ce pas, dans notre logique de nous battre pour véritablement la restauration de la démocratie. Donc ces mesures d'intimidation ne nous font ni chaud ni froid, mais au contraire ne font que renforcer notre conviction. Et Inch'Allah, les actions que nous projetons la semaine prochaine vont avoir lieu et seront véritablement et sonneront le coup d'éclat pour une restauration de la démocratie et une démocratie véritablement populaire qui consacre plus que jamais la souveraineté du peuple nigérien. Une manifestation du collectif qui a pour but de dénoncer plusieurs impairs dont se seraient rendus coupables les tenants actuels du pouvoir. Le Centre culturel Jean Rouch a organisé hier une conférence débat sur le droit à la manifestation. Une conférence initiée en collaboration avec le club des étudiants en droit de l'université de Niamey. Le résumé avec nos reporters Michel Deji et Halid Bourema. Il s'est agi de prime abord pour le conférencier de présenter clairement aux participants ce que c'est que le droit à la manifestation et ses fondements juridiques. Le droit à la manifestation ou la liberté de manifestation sont contenus dans ce qu'on appelle les libertés publiques. Les libertés publiques qui également en fait sont définies comme des facultés donc en fait qui sont reconnues aux citoyens qui déterminent par eux-mêmes leur conduite. Donc ça renvoie à une certaine indépendance, à une certaine autonomie des citoyens d'une manière générale. Mais les libertés publiques d'une manière générale sont effectivement encadrées par la loi. Occasion également pour le directeur de l'École nationale de la police d'édifier les participants sur les questions de troubles à l'ordre public qui peut être le motif de l'interdiction d'une manifestation. Quels sont les critères qui permettent à une autorité responsable du maintien de l'ordre d'interdire, par exemple? Il faut que on se pose d'abord un certain nombre de questions si la manifestation elle est opportune ou pas. Parce qu'il y a des contextes dans lesquels on peut estimer qu'une manifestation en fait, n'est pas du tout opportune. Est-elle susceptible de troubler l'ordre public? Est-ce que les organisateurs sont en mesure d'assurer l'ordre lors de la manifestation ou de l'encadrer? Parce que, bien évidemment, vous savez, en tout cas comme moi, que lorsque ces manifestations sont organisées, il y en a qui profitent de l'occasion de fois par-ci, par-là, des voyous ou des délinquants qui peuvent pénétrer. Et puis vraiment, même si les organisateurs ou bien les manifestants sont de bonne foi, donc ils peuvent infiltrer et puis vraiment occasionner des troubles à l'ordre public. Maintenant, si les organisateurs reçoivent l'interdiction, ils ont deux possibilités. Si c'est un maire qui est interdit, ils peuvent faire un recours gracieux au niveau de l'autorité administrative qui est hiérarchiquement supérieure, notamment le préfet ou le gouverneur. L'autre possibilité, c'est d'intenter une action au niveau de juridictions administratives. Généralement, à travers un référé, vous saisissez le juge du référé, qui est un juge unique, donc, qui va statuer en urgence en fait, sur la question. S'il estime que les raisons qui ont été en tout cas annoncées dans l'acte ne sont pas objectives,
ou bien il n'y a même pas de motivation dans l'acte, donc il va naturellement annuler l'acte. Et maintenant, il va demander à ce que vous puissiez organiser votre manifestation. Peut-être le problème qui peut se poser, c'est le problème de délai. Parce que vous pouvez projeter de faire une manifestation un dimanche et que il y a eu un arrêté d'interdiction. On vous notifie ça la veille. Bon, la veille et le lendemain, c'est la manifestation. Ce qui est sûr et certain, c'est que malheureusement, la loi elle-même ne détermine pas de délai à partir du moment où l'autorité reçoit, la police reçoit, et il n'y a pas un délai qui lui est obligatoire, qu'elle doit respecter pour motiver, en fait, pour annuler, si elle doit annuler. Donc, elle peut le faire la veille, prendre un arrêté la veille de votre manifestation et vous le notifiez. Donc, vous êtes tenu de respecter cela. Parce que, une fois que vous vous retrouvez sur une place publique ou un lieu public, tant que en fait, ce n'est pas accepté, ce n'est pas permis, vous n'êtes pas dans la légalité. Une fois que vous êtes dans l'illégalité, c'est que votre présence en elle-même trouble l'ordre public. Un thème d'actualité qui a suscité beaucoup d'engouement de la part des participants, pour la plupart des étudiants en droit, qui ont appelé à une cessation des répressions sans fondement, parfois infligées par les forces de l'ordre aux manifestants. Du sport en cette journée de la Concorde, le comité olympique et sportif national du Niger a réuni ce matin les directeurs techniques nationaux des fédérations sportives. Le but étant de renforcer leurs capacités techniques et psychologiques. Compte rendu Ibrahim Tikiré et Saroudoumi. Le sport et la paix sont un binôme. Cette évidence a amené le comité olympique et sportif national du Niger, COSNI, à choisir cette date historique du 24 avril 2016 pour un renforcement des capacités des directeurs techniques nationaux des fédérations sportives. La volonté et le renouveau dans le dynamisme des activités que j'avais parlé visent à mettre les véritables acteurs devant les feux de la rampe. Et qui parle d'activité sportive, qui parle de performance technique, qui parle tout court de sport, ne peut parler que de ceux-là même qui doivent décider de la conception et qui doivent mettre en œuvre les techniques et les dispositions pour que ces sportifs-là puissent créer la performance. Que peut-on faire de mieux que de sensibiliser ou de redonner confiance à cette partie des acteurs du sport national pour que, ensemble, avec l'appui du comité olympique national, que nos sportifs puissent croire en des lendemains meilleurs. En procédant à l'ouverture du stage à l'intention des directeurs techniques nationaux, le secrétaire général du COSNI s'est apaisanti sur les fonctions du DTN et l'objet de la dite formation. Le thème du présent atelier porte sur le sport d'élite, notamment les aptitudes techniques et psychologiques pour une meilleure performance dans ce domaine. Tout le long de la journée, les DTN que vous êtes auront à traiter les points tels que la définition du rôle d'un DTN, d'une fédération, la performance sportive, le sport d'élite et les besoins du sportif d'élite, toutes choses pouvant rentrer dans le cadre du renforcement de vos capacités. Mesdames et messieurs, au vu de la qualité des participants à cet atelier, je peux me rassurer de la richesse des débats et de la pertinence des résultats qui en découlent, faisant ainsi de cette rencontre un cadre bénéfique aux docteurs techniques nationaux de nos fédérations sportives. Je vous souhaite ainsi un excellent climat de travail. Que Dieu le Tout-Puissant, miséricordieux, nous assiste tous et nous aide dans toutes nos entreprises. Pendant toute la journée de ce dimanche 24 avril 2016, le conférencier Alhaji Ibrahim Tchemogo va entretenir les DTN sur le sport d'élite, notamment les aptitudes techniques et psychologiques pour une meilleure performance de nos sportifs. Généralement importés au Niger cru, certains fruits sont conservés sous carbure, un produit utilisé pour les faire mûrir.
Aussi, ce procédé n'a-t-il pas de conséquences sur la santé? Élément de réponse dans ce reportage de Assama Ouchebou et Chebou Guisso. Ils sont généralement importés crus. Ces mangues et bananes sont ensuite conservés sous carbure, un produit utilisé pour le mûrissement de ces fruits, ce qui pourrait toutefois avoir des conséquences sur la santé. Ces produits industriels peuvent être source d'allergies. Ils peuvent également être source de dénaturation du mécanisme de la fabrication cellulaire. Ils peuvent également entraîner un dérèglement génétique des différents gènes de l'organisme. Un fruit mûri et naturellement, et en fait à la source, a plus d'avantages qu'un fruit qui est mûri artificiellement. Parce que le fruit qui est mûri et naturellement, il conserve toutes ses propriétés. Et la plupart des fruits et légumes, quand vous prenez bananes, mangues, etc., ils sont riches en calcium, riches en potassium, riches en pratiquement toute substance qui peut permettre un fonctionnement normal de l'organisme, qui peut assurer la protection de l'organisme contre les infections, qui renforcent l'immunité de l'organisme. En prenant ces fruits, les consommateurs sont conscients des risques qu'ils encourent, mais ils n'ont pas d'autre choix. Moi, j'ai acheté mûr à vue d'œil, quoi. Mais je ne sais pas quand je coupe à l'intérieur ce que je vais retrouver. Ils utilisent ce produit toxique, disons, parce que c'est un produit qui n'est pas adapté à faire mûr des aliments. Mais quand même, les gens l'utilisent. Et bon, nous sommes des citoyens, on ne fait qu'acheter ce qu'on voit sous nos yeux. Mais je pense que c'est l'État qui devrait surveiller ce que nous on mange. Pour éviter certains désagréments et pour garder la qualité des fruits, les consommateurs peuvent procéder au mûrissage eux-mêmes. Les gens peuvent les acheter crus et aller les mûrir de façon vraiment mécanique, puisqu'il y a plusieurs procédés qu'on a eu à expliquer. Comment faire mûrir un produit qui est cru à un fruit vraiment qu'on peut consommer avec vraiment sa saveur, avec toutes ces substances nutritives. Et aux consommateurs, il faut qu'ils fassent très prudent. Autant acheter un fruit qui n'est pas mûr et aller le mûrir à la maison, même si c'est le placer dans un coffre dans la cuisine ou l'exposer dans la cuisine ou le mettre dans le mil, dans un sac de mil et attendre 1 à 2 jours pour le consommer, que d'acheter un produit qui a été amené aujourd'hui cru, on lui met ce produit, il devient d'ici le soir ou d'ici demain matin, il devient mûr. Donc vraiment la population doit faire beaucoup attention, extrêmement attention, et ne pas même s'adonner à la consommation excessive et de façon régulière de ces produits. Des conseils d'usage très pratiques du docteur à expérimenter pour éviter les risques sanitaires. Je vous laisse maintenant avec Elie Bossoma, ex-membre de la coordination de la résistance armée, qui s'exprime à l'occasion de la célébration du 21e anniversaire de la signature des accords de paix du 24 avril 1995. Très bonne réception et je vous souhaite de passer une excellente soirée. La journée de la Concorde a été instituée pour faire du cadre des accords un cadre de référence pour le Niger, pour les Nigériens, et dans l'esprit de ceux qui l'ont institué. C'est pour dire que le Niger était déjà à un pas de la division, de la discorde, ou était même dans la discorde, et qu'ils sont aujourd'hui arrivés à un point où on a effacé en fait presque tous les problèmes qui étaient à la base de cette discorde, et qu'on peut aujourd'hui fêter d'avoir retrouvé l'unité et la cohésion entre les Nigériens. En fait, voilà le message de la Concorde. En fait, de la Concorde. Comment en est-on arrivé là? Moi, je pense qu'il y a une question d'instrumentalisation. Sinon, dire que on est arrivé à la concorde, ça veut dire qu'on est arrivé à la discorde. Et dire aussi que chaque fois la concorde ne se fait qu'avec les Touaregs. Ou plus exactement les gens du Nord, les nomades,
ou ceux qui ont eu à prendre cette entreprise de rébellion. Donc ça concerne, du point de vue de ceux qui l'ont institué, un point d'entente avec les anciens rebelles, avec les Touaregs. C'est comme ça avec une région, ou avec des régions censées représenter en fait les germes de la rébellion, les germes de la division, les germes du complot, les germes de l'insécurité. Donc créer le cadre de réhabilitation de la paix. C'est dans cet esprit. Mais ce qui est déplorable, c'est qui est totalement déplorable. Il n'y a que les Touaregs qui sont les germes et les vecteurs de l'insécurité. Il n'y a que ceux qui sont partis en rébellion qui sont les vecteurs de la division, de la rébellion, de la discorde entre les Nigériens. Donc, toute la pratique qui a été consacrée autour effectivement de ce phénomène-là nous montre qu'en fait, il y a des gens qui ont été stigmatisés. Et que chez eux seulement, il y a la discorde. Et c'est eux qui amènent, c'est-à-dire un peu la fracture au niveau de la nation. D'abord, à ce point, c'est totalement faux. Si certains Touaregs les ont acceptés, c'est parce que le problème n'avait pas été largement posé. Il y a eu des élites, c'est-à-dire une espèce de clergé de la rébellion qui s'est emparé. Parce qu'en fait, on a conçu que si eux, ils sont d'accord pour faire la paix, les analphabètes et les autres n'étaient pas capables de promouvoir une certaine rébellion. Et qu'en les récupérant, en les insérant dans les assises de l'administration, qu'on peut se passer des questions de la rébellion. Même si, par ailleurs, il y a les problèmes de fond qui clairent les rébellions auxquels on n'a pas donné de solution. Donc, en fait, on est en train de passer à côté de la plaque. Donc, certains Touaregs ont accepté que c'est eux qui créent des problèmes. Que si eux, ils acceptent de faire la paix, et la concorde est venue. Donc, vous voyez, le problème, la concorde, si on veut, il faut revenir là où il y a aussi la sémence des coups d'État. Mais il y a une disharmonie dans la classe sociale, dans la classe politique. Aujourd'hui, il n'y a pas une unité au niveau de la classe politique. Ça, ce n'est pas de la discorde. Parce que le langage qui est en train d'être tenu de plus en plus et qui est en train de glisser vers des idéologies grégaires sur la base desquelles les gens sont en train de fuser à gauche, à droite au moment des élections et que tout le monde a pu comprendre et tenter d'éviter. Mais ça, là, est-ce que ce n'est pas des semences de la discorde? Pourquoi la concorde ne concernerait pas ce volet? Parce qu'il n'est pas dangereux. Et je pense que c'est ça même, la base même de la rébellion. Les discordances au niveau de la classe politique, la mauvaise gestion, le dernier souci que les gouvernants ont de pouvoir apporter des problèmes aux solutions, mais de créer les conditions de perception d'une bonne gouvernance plutôt que de créer une bonne gouvernance. Ils sont c'est-à-dire dans la manipulation des médias, dans la manipulation du discours politique, dans la sensibilisation, de façon à amener les gens à percevoir à tort qu'ils sont là en train de faire une bonne gouvernance. Mais ce n'est pas sur les faits, objectivement, qu'ils sont en train d'agir. Parce qu'on a remarqué que les rébellions comme le coup d'État, quand on a pensé qu'on a fait la concorde dans les sphères atmosphériques de la politique, chaque fois, les rébellions se sont recréées. Chaque fois, les coups d'État sont revenus. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de solution. Chacun, quand il a le pouvoir, pendant la période de son pouvoir-là, il veut qu'il y ait une accalmie. Il utilise tous les artifices pour dire que lui, il a fait la paix. Mais la paix là, pourquoi Maman Ousmane avait sa paix? Pourquoi Barré a eu sa paix? Pourquoi Tanja a eu sa paix? C'est parce que chaque gouvernant pense que pendant son mandat, il va faire en sorte que pour lui, il a géré ça. Mais pour la suite, il ne sait pas que c'est lui ou c'est pas lui. De toute façon, si c'est un mauvais héritage pour le pouvoir qui va venir, ça va. Si c'est lui qui revient, alors il continue avec sa même logique. Donc, je trouve que c'est un cadre purement instrumental. Est-ce que tu vois? Et de l'autre côté, il y a d'autres problèmes. Il y a le problème dans le bobo ici actuel.
le martyre perpétuel et décennal que les peuples, les foules sont en train de subir depuis des décennies, auquel le pouvoir central qui est informé, qui a toutes les archives, n'a jamais pu apporter une solution, auquel le cadre juridique et institutionnel n'a jamais pu apporter une solution. Donc moi je dis, la discordance, elle existe partout. Et donc, le fait de cristalliser, est-ce que tu vois, l'émergence des rébellions et le cumul de tous les problèmes sécuritaires au nord, ça c'est une tradition héritée de la colonisation. Et d'ailleurs, qui est en train d'empiéter sur tous les problèmes de la vie nationale. Ça empiète aussi sur la démocratie. Parce que ça empiète sur le processus de la démocratisation. Comment? Parce qu'on est venu, rien qu'à obéir à cette logique, on est venu à un moment où on est en train de faire une décentralisation à double vitesse. Il y a très peu d'engagements qui ont été tenus. Très peu d'engagements. Très peu d'engagements qui ont été tenus. Pourquoi? Dans le cadre de réinsertion socio-professionnelle, c'est-à-dire que les déscolarisés ou les gens qui n'ont pas pu continuer une scolarité normale et qui sont trouvés par le processus de la pression sécuritaire sur les familles ou sur les choses, ils ont fui, ils sont partis en rébellion. On leur a promis de réinsérer leur cadre de travail, de revenir recommencer l'école, d'autres d'aller dans l'armée, d'autres d'aller dans les corps de défense et de sécurité. Donc ceux qui posaient les problèmes, ils ont été intégrés. C'est la petite bourgeoisie. Ils ont créé une petite bourgeoisie de rebelles nomades qui sont insérés dans le cadre des institutions de l'État, qui ne posent plus de problème. Ça, je pense qu'en partie, pour l'État qui cherche à résoudre le problème de la rébellion, s'il arrive à décimer ou s'il arrive à convaincre ceux qui portent le flambeau de la rébellion à insérer le cadre national pour laisser la rébellion, mais l'État a réussi. Ça, sur ce plan, l'État a réussi. Mais il faut savoir aussi que ces insertions-là, ils ont été faits de façon inégale. Parce que c'est des familles qui sont là. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, les gens ne prennent que leurs parents. Ils ont fait la promotion de leurs parents petit à petit. D'autres même, pour ne pas faire la promotion de certains clans, ont tenté de vendre des places à d'autres. Donc ça, c'est une des parties. Maintenant, le plus gros problème, c'est quoi? C'est la réhabilitation socio-économique des zones. Parce que si vous ne trouvez pas une façon de créer, de recréer la confiance, de recadrer le cadre économique, c'est-à-dire que pour la survie des populations, ça veut dire que les conditions de la renaissance de la rébellion vont toujours exister. Un conseil n'a pas la possibilité, non seulement intrinsèque, de pouvoir statuer et de concevoir ce mode de développement quand il n'est pas capable, est-ce que tu vois, de se soustraire aux logiques impératives des QG des partis politiques pour prendre en interne une décision qui est bénéfique pour les populations et pour trouver sa voie de développement, pour son financement. À partir de ce moment, moi je pense qu'on est dans des artifices. Donc la décentralisation n'est pas réussie. Ce n'est pas celle-là qui a été demandée. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a plusieurs écoles de la décentralisation. Mais on pensait que les gens allaient être beaucoup plus proches des centres de décision où on décide de leur sort, de la façon de se concevoir leur développement. Mais non, pour les gens qui sont en Gourti ou Tintabaraden ou à Balak, c'est le QG de leur parti politique ici qui décide de la façon dont les députés ou le conseiller doivent se comporter. Il faut voir le cas d'Ngourti, si tu fais un petit balayage, le cas d'Ngourti, où ça c'est un cas que tout le monde connaît. Donc ça c'est des problèmes ethniques souvent, des problèmes de clan souvent, politiques et des problèmes, est-ce que tu vois, des problèmes tribaux qui sont rentrés là-dedans, et d'hégémonie tribale et clanique qui rentrent et qui s'interfèrent de façon à empêcher à ce qu'un conseil puisse travailler. Et on arrive à dire que tout celui qui vient, même par le processus démocratique normal, qui arrive à être élu là-bas, s'il n'est pas de l'avis des QG, des responsables des QG politiques ici, des partis politiques ici,
on arrête carrément la machine du conseil. On destitue les gens et rien ne marche. On est arrivé à une situation catastrophique où les gens, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à gérer la chose. Et pourtant, pendant une année, un mandat, on a complètement étranglé une population, n'arrive pas à bénéficier des ristournes du pétrole. Et donc, les gens sont en train de continuer dans la même voie. Certains disent qu'on a même bloqué leurs biens au niveau du Trésor national uniquement parce qu'ils sont des conseils à dominance. Est-ce que tu vois, où domine l'opposition, des éléments de l'opposition, où certains de la mouvance n'arrivent pas à faire. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème d'éthique en politique. C'est du n'importe quoi. C'est de l'hégémonie individuelle. Des gens font n'importe quoi. Et c'est pour vous dire que ce n'est même pas les partis politiques qui décident à partir de leur QG que voilà, désormais, on doit empêcher ceci. Aucun parti ne fait ça. Mais tu sais, il y a des super individus qui, au nom des partis, décident de ce que le parti doit faire et est-ce que tu vois, les injonctions, et dictent ces injonctions aux militants qui sont dans les périphéries, qui sont dans les consuls. Donc, ils empêchent aux gens d'agir. Ils empêchent aux gens d'obéir même aux règles du parti. Et c'est des incontournables au niveau du parti. Donc, c'est pour vous dire que la démocratie, la décentralisation, je n'en vois nulle part. La haute autorité, c'est une ONG. C'est comme toutes les ONG de développement. C'est ça, il a réduit son rôle à ça. Du point de vue politique, il est inféodé à la politique gouvernementale de la mouvance. Pour qu'il ait le point de vue, c'est-à-dire que... Et puis, on a l'impression qu'il gère seulement le Nord. Il est spécialisé dans les affaires du Nord. C'est un club de gens, des ONG du Nord. Non, ce n'est pas ça qui devait faire. C'est sur tout le plan national. Des études devraient être menées. Vous savez, on connaît, d'après tout ce qu'on connaît de la politique, depuis que l'État a été créé, que la possibilité pour le gouvernement de manipuler les institutions existe et les hommes, ça existe. Donc, quand déjà vous êtes sous l'autorité d'un pouvoir, c'est que vous êtes les instruments d'un pouvoir. Est-ce que vous voyez? Barré est venu, il a travaillé avec le HCRP. Mais il a fait comment? Il a fait comme il l'entendait. Est-ce qu'il y a une logique préétablie, un cadre défini pour tous les Nigériens sur lequel il doit faire ses pas? Non. Quand les autres sont venus, Tanja est venu, il a fait son jeu là-dedans, il a fait ce qu'il peut faire. Et quand maintenant le 7e République est venu, mais ça aussi c'est devenu un autre cadre. Maintenant, c'est quelque part une espèce d'ONG qui veut maintenant faire une transition entre un cadre de renseignement. On utilise les anciens rebelles pour donner des informations sur le cadre de l'insécurité dans le Nord, sur la façon dont les gens sont en train d'entrer ou dans le pays. Je crois que c'est une bonne initiative, mais ce n'est pas le cadre. Ce n'est pas sa mission. Les gens ne respectent pas les cadres. Il y a des cadres institutionnels pour faire tel ou tel rôle. Les gens ne le suivent pas. Quand ils sont au pouvoir, ils pensent qu'ils sont, parce qu'ils ont l'aval du pouvoir, parce qu'ils ont l'aval des dirigeants, ils sont capables de s'interférer dans tous les domaines de compétences des gens pour faire ce qu'ils veulent.